la richesse inestimable du patrimoine que nous possédons, héritage légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Comment consolider les lieux de transmission? Comment assurer sa pérennité? Aujourd'hui, à Maison-Mère, le docteur Jean-Denis Paquet, une figure importante de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, se rend à la maison Jean 23 pour rencontrer son ancienne collègue, sœur Madeleine Bertrand, qui a œuvré à l'hôpital pendant plus de 50 ans. Bonjour, Jean-Madeleine. Alors, Bonjour. écoutez, moi, je suis à Baie-Saint-Paul depuis 70 et 71. Je pense que vous étiez arrivé un peu avant moi parce que je vous ai connu en 71, mais vous étiez déjà sur place là, depuis quelques années, j'ai l'impression. Oui, moi, je suis arrivée à l'hôpital en août 65. Je suis arrivée première ou deuxième infirmière laïque. Je n'étais pas une religieuse, là. Et je suis arrivée là. Je connaissais personne ici à Baie-Saint-Paul. J'ai rencontré toutes les religieuses à ce moment-là, mais celle dont je me souviens le plus, c'est sœur Jeannette Gilbert. Puis je m'en souviens parce qu'elle était bonne cuisinière, puis moi, j'aimais bien manger. Mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il y avait des petites franciscaines qui résidaient dans l'hôpital. Toutes celles qui travaillaient à l'hôpital résidaient dans l'hôpital, oui. Vous me demanderiez peut-être de quoi ça avait l'air. L'hôpital, à ce moment-là, c'était des grandes salles avec des chaises berçantes et plein de monde. Et peu de personnel. Et très peu de personnel. Inauguré en 1927, l'hôpital de Baie-Saint-Paul a été un précurseur dans le domaine de la déficience intellectuelle. J'ai travaillé à B13, qui était un département pour la déficience intellectuelle. Vous êtes arrivé ici laïque, autrement dit, vous n'étiez pas religieuse. Vous êtes arrivé ici comme infirmière dans un milieu que vous ne connaissiez pas. Comment vous êtes devenue petite franciscaine de Marie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si je retourne au début de mon appel, je vais dire ça comme ça, c'est un appel. C'est, la vocation, c'est un appel. À 16 ans, j'ai pensé faire une religieuse. Et quand j'ai présenté ça à mes parents, ma mère était bien déçue de ça. Et elle a dit non, pour moi, il n'y en a pas question. Bon. Et mon père m'a juste demandé, t'es-tu découragé de la vie, comment? Pourquoi tu veux faire une sœur? Alors, non, c'est non. Alors, avec un non catégorique comme ça de mon père, là, j'ai oublié ça. J'ai fait mon cours d'infirmière, puis... Mais l'appel revenait quand même. Ça restait là. Hein? On essaie bien de, on va dire de même, de s'étourdir, mais l'appel est là, puis il reste là. Alors, quand je me suis venue ici, à Baie-Saint-Paul, j'avais déjà, moi, rencontré les petites franciscaines de Marie, là où je faisais mon cours d'infirmière, à Robert Giffard, Saint-Michel-Archange dans le temps. Alors,
Quand je suis arrivée ici, à l'hôpital, j'en ai connu d'autres, mais d'emblée, j'ai dit c'est ici que je veux entrer en communauté pour répondre à l'appel. Puis l'appel, ça, comment que je voudrais l'expliquer à qui que ce soit, c'est intérieur, je dirais que c'est presque un mystère. Alors, le même mystère, c'est dur à comprendre. Je suis entrée au noviciat des Petites franciscaines de Marie en janvier 65 et j'ai eu la permission, et je dis bien toute une permission, d'aller une fois semaine travailler dans la salle où j'avais travaillé avant d'entrer en communauté. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an, un petit peu plus. Et après ça, ça a été ce qu'on appelle le noviciat canonique. Là, on ne m'a plus permis d'y aller. Et vous êtes retourné au moment où vous avez été reçu dans la communauté des Petites franciscaines de Marie. Oui. Comme oui. infirmière. Oui, comme infirmière. Je suis retournée à B14 et j'étais en sous-ordre avec Régent Belle-Rose, qui, lui, était chef de service. C'est ça, qui était les premiers qui sont arrivés de Montréal. Là, Exactement. Travailler dans la région ici. Exactement. C'est ça. Alors, les premiers, tu sais, laïcs, là, on a Ouais. commencé à avoir plus de laïcs. Hein? Puis il y a eu Odette Poisson, il y a eu Christiane Bédard. Alors, c'est avec ce monde-là au C'est ça. début. Là. Un peu plus tard, Oui. Denise Bouchard. Oui, qui s'occupait de la salle d'opération, beaucoup. Dans ces années-là, en fait, il y avait une urgence, mais sans personne de garde, si je me rappelle bien. C'est ça. Il appelait le médecin qui pouvait trouver. Là. Il y avait le docteur Godreau, le docteur Degagné, le docteur Gilbert, Oui. le docteur Fizette un peu au départ. Oui, oui. Et quand il n'en rejoignait pas, ben, il n'y avait pas personne, mais quand il en rejoignait un, c'était celui qui rejoignait qui se présentait à l'urgence. C'est ça. Parce que moi, j'ai vécu un peu cette période-là, ayant remplacé le docteur Gilbert à l'été 70. Oui. Et on m'avait demandé justement pour un cas à l'urgence. Donc, l'urgence n'était pas encore ouverte de façon officielle à ce moment-là. Non. Puis c'était pas un hôpital général non plus. Non là. plus. C'était reconnu comme un hôpital pour la déficience intellectuelle. C'est ça. En 1962, la commission Bédard sur les hôpitaux psychiatriques dépose son rapport qui jette les bases de la désinstitutionnalisation de la psychiatrie au Québec. Les auteurs du rapport, parmi lesquels le psychiatre et futur politicien Denis Lazure, concluent au surpeuplement des hôpitaux psychiatriques et à la nécessité de sortir des institutions les déficients légers, dans une perspective de normalisation et de réinsertion sociale. Ce dont je me souviens le plus et qui m'a marqué le plus, ça a été de voir le DSP, le directeur des services professionnels, Dr Bernard Jean, qui lui arrivait aussi, là, faire le tour en disant « On va faire une tournée, on décidera après qu'est-ce qui va se faire ici. » Et c'est ce qu'il a fait. Et à la fin de sa tournée, il a tout simplement dit « Ici, il en faudra 1000 ans moins. » À ce moment-là, il y en avait 1000 proches 400. Là. Proches 400. Moi, personnellement, la désinstitutionnalisation, à mon avis, ici, dans Charlevoix, ça s'est très bien passé, comparativement à ce qu'on vit, même actuellement, dans les grandes villes où il y a encore beaucoup de désinces, puis on regarde les résultats, c'est pas tout à fait évident. Nous, ici, la communauté a été très, très accueillante pour ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Ici, à Baie-Saint-Paul, les gens ont très bien accepté
de recevoir cette clientèle-là, là, la déficience intellectuelle. Contrairement à certains autres endroits où il y a même eu des pétitions Oui. pour ne pas avoir de déficients intellectuels. En fait, il s'est établi à Baie-Saint-Paul une culture. Oui. Une culture parce que les gens ont commencé à travailler avec les déficients, Oui. de père en fils, puis de mère en fille. Puis évidemment, ça a découlé avec le fait que quand c'était le temps de trouver une résidence ou une ressource dans la communauté, c'était beaucoup plus facile. Oui. Oui. Puis les gens, ça faisait C'est- quasiment une fierté là, d'avoir soin de leur déficient. C'était comme leur enfant, dans le fond. là. C'était une fierté. Oui. C'était une fierté. Puis comme vous dites, c'était pas juste quasiment leur enfant. Ça devenait leur enfant. Oui, Puis pas plus tard qu'hier, il y a eu les funérailles de Martin Hugues. oui, Et puis, le célébrant a souligné le fait que sa première famille avait été les petites franciscaines de Marie. Et aussi, tous les travailleurs sociaux, tous ces gens-là qui se sont occupés de lui et des déficients en particulier. Mhm. Et puis ici, dans Baie-Saint-Paul, c'est remarquable. Quand ma famille venait, là, ils me demandaient, bon, il y a Pierre-Paul Melenfant, André Bossé, bon. Alors, ils me demandaient comment ça se fait que tu les aimes tant? Ben, ça fait partie de nous. c'est ça. Hein? C'est nos enfants, C'est en ça. réalité. C'est ça. L'épisode de la désinstitutionnalisation sera l'occasion pour l'hôpital de Baie-Saint-Paul de se convertir partiellement et progressivement en hôpital général. Ça a été surtout dans les années 70 là, que le gros coup s'est donné, je pense. Là. Oui. Et puis, déjà à ce moment-là, on commençait à parler un peu de l'hôpital général. Parce que Oui. moi, personnellement, si je suis à Baie-Saint-Paul, c'est grâce à sœur Gisèle Fortier. C'est elle qui est venue me rencontrer à 2 occasions à Québec. J'avais entrepris à ce moment-là une résidence en orthopédie. C'était un peu le choix de carrière que j'avais fait. Et est arrivée la grève des spécialistes en 71, 70, 71. Et puis là, j'avais été un peu déçu de toute la tournure de cette grève-là. Et sœur Gisèle, par l'entremise du docteur Gilbert, qui faisait encore ses accouchements à Saint-François d'Assise. Oui. Alors ça, c'était tout un exploit. Oui. Il voyageait régulièrement pour aller accoucher toutes ses patientes à Saint-François d'Assise. La moitié des patientes étaient accouchées par nous autres parce qu'ils s'endormaient dans notre salle de séjour, puis on le réveillait quand c'était fini. Et sœur Gisèle était venue me rencontrer, puis elle m'avait dit, là, il faut absolument que vous veniez à Baie-Saint-Paul. On a un chirurgien qui est arrivé, le docteur Tourville, et il n'y a personne pour faire l'anesthésie. Est-ce que ça vous intéresse? Bien, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Et lors de la deuxième visite, là, j'avais été voir mon chef de département, puis j'avais dit, écoutez, moi, je pourrais changer ma résidence en orthopédie, en anesthésie, si vous êtes d'accord. Puis après ça, je m'en irai à Baie-Saint-Paul. Fait qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, j'ai fait 9 mois d'anesthésie à Québec. Puis après ça, je me suis venu ici pour faire l'anesthésie. Et sœur Gisèle m'avait dit, c'était à peu près pour 2 ans. Mais ça a duré 17 ans. J'ai fait ça de 71 à 89, 18 ans. Seul, 24 heures par jour, 365 jours par année. Alors, ça a été... Mais j'ai aucun regret. Je pense que ça a été une belle période. Et c'est à ce moment-là que tout a débuté. On a ouvert le département de ce qu'on appelait médecine-chirurgie à C12. Oui. On vous rappelez de ça? Oui. Une trentaine de lits. Et par après, quand on a vu qu'il y avait des omnipraticiens qui s'en venaient, puis les docteurs se sont ajoutés, le docteur Drouin, le docteur Grenier en 75-76. Là, ben, il fallait grossir un peu. Donc, sœur Gisèle avait dit, puis Robert Vallière commençait aussi à être dans le décor. On va ouvrir 20 lits en médecine à B20 et on va garder nos 10 ou 15 lits en chirurgie. Puis là, c'est là que tout a commencé. Puis par après, ben, tous les départements ont grossi, la radiologie, le laboratoire, tout ce qu'on voudra. Et la venue de beaucoup de consultants. Beaucoup de consultants, parce qu'en 70, 71, il n'y en avait pas beaucoup, là. Il y avait le docteur Ferron, je pense, qui venait en ORL. Oui.
Docteur André Gilbert André en Gilbert. orthopédie. C'est à peu près Oui, ceux que j'ai connus le plus, là. oui. Il y avait quelques-uns en dermatologie aussi, docteur Soucy, je pense, qui venait. Ceci est déjà venu, Ouais. oui. Oui. Alors, Mais en même temps que ça, il y a eu le côté de la déficience intellectuelle aussi qui s'est développé dans l'hôpital beaucoup. avec le centre médico-psychopédagogique, Sœur, le CMPP de sœur Margaret. oui, Margaret Porter, hein, qui a mis ça sur pied avec Rodrigue Dufour, Angelo Asselin. Angelo Asselin, Riverain. Bon, alors ça a été un bon centre, ça aussi. Puis très, très reconnu. Puis Oui. Gisèle Brinet était dans ça aussi un peu, là. Puis après, il y a eu aussi les ateliers de l'abbé à peu près en même temps, là. Voilà, Les ateliers de oui, l'abbé. oui. Qui, en fait, les ateliers de l'abbé, ça a été un peu les précurseurs de Befco aujourd'hui, l'usine qu'on a, là, qui Oui, fait travailler encore des handicapés, puis de peu importe de quelle nature. oui, Alors, tout a découlé un peu de ça, là. oui. Alors, ça se tient encore, dans le fond, hein? Oui, exactement. Ça continue. Oui, ça continue. Il y a eu le développement aussi du camp des cimes, Oui, ben oui. hein, pour Oui. l'été, pour que Il y a le camp de vacances pour les déficients. oui. Centre médico-psychopédagogique, atelier de l'abbé, domaine des cimes, les retombées sociales de l'hôpital de Baie-Saint-Paul sont immenses. Voilà sans doute la raison qui explique la charge émotive qui accompagna la destruction du bâtiment de l'hôpital en 2018. Selon les rapports d'experts, tout ça, apparemment que s'il y avait eu intervenu un séisme majeur à un moment donné, en haut de 6,5, je pense, tout ça, on ne se fiait plus sur la solidité de l'établissement. À cause que c'est un établissement en hauteur, puis que le sol était plus ou moins friable, tout ça. Donc, c'était l'élément déclencheur pour dire, dans le fond, on va démolir ça parce que ça devient plus sécuritaire. Le livre d'Alain Anctil-Tremblay, Un monument s'effondre, célèbre avec ses nombreuses photos signées par Donald Lavoie, la vie et la mort de l'institution. Moment très important, c'est quand les murs de l'aile ont tombé directement, ça m'annonçait comme la fin de la déconstruction, puis c'était comme fini. Puis bien sûr que quand on regardait le clocher qui était en haut de l'hôpital à l'entrée centrale, quand la mosaïque qui était là aussi directement, qu'on n'a pas pu sauver d'ailleurs, quand ça a tombé, bien, ça a fait un signe de tristesse en moi directement, parce que c'est émouvant, parce que là tu dis c'est fini. Parmi les photos les plus marquantes, on trouve celle-ci, qui laisse entrevoir ce que fut la chapelle de l'hôpital. Le nouvel hôpital est inauguré le 23 septembre 2018. Quand on y pense, là, il s'est fait énormément de choses là, à l'hôpital, et tout à coup, il y a eu le rapport Bédard, et l'hôpital a été cédé au gouvernement, et on ne s'est pas enrichi avec ça. $1. $1. Qui avait été remis de façon symbolique. Symbolique. Et pendant ce temps, de notre côté, les petites franciscaines de Marie, on a pensé construire une infirmerie. Mhm. On avait une petite infirmerie là, dans les chambres là, du côté de la maison mère, mais là, c'est sous le règne de sœur Juliette Lafleur que ça s'est fait. Alors, une infirmerie en bonne et due forme, 60 lits, des chambres, chaque chambre avec sa toilette,
ce qui était toute une innovation, hein? Ouais. Bon, alors ça a été ça. Je m'excuse de vous interrompre, mais je vais profiter de l'occasion là, pour, en parlant de l'infirmerie, je suis un peu toujours dans le souci des petites franciscaines de Marie d'offrir des soins de santé à toute une communauté. C'est ce souci-là qui a fait que le centre médical Fafard, juste à côté de l'infirmerie, Oui. a été construit tout de suite après l'infirmerie et le terrain avait été donné justement par les petites franciscaines de Marie. Alors, c'est nous, là, on était 4 médecins à ce moment-là, docteur Gilbert, docteur Bouchard, docteur Cloutier et moi, qui avons construit le centre médical Fafard. Un petit peu, encore une fois, dans l'esprit des petites franciscaines de Marie, de faire en sorte que là, pour une fois, il arriverait à Baie-Saint-Paul des médecins regroupés qui pourraient offrir les soins de santé. Et aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Il y a 10, 12, je pense, 14 médecins maintenant regroupés qui font de la médecine. Puis on est un peu les précurseurs de tout ça, là. Oui. Ça allait aussi loin qu'essayer d'harmoniser la brique du centre médical Exactement. avec la brique de l'infirmerie. C'était le même entrepreneur, là, Oui, d'ailleurs. exactement. C'est ça. Mais puisqu'on parle de ça, moi, je peux vous dire que la congrégation a toujours eu à cœur les soins et les très bons soins aux sœurs. Oui. J'ai été directrice des soins pendant 15 ans. J'ai toujours senti une ouverture, pas de blocage. On arrivait, on disait, une telle sœur a besoin de telle chose. C'était regardé, puis c'était approuvé. On se butait pas à Non. des budgets. C'est d'ailleurs C'est- c'est le grand plaisir que j'ai vécu à travailler là, au-delà de entre 20 et 25 ans là, au niveau des petites franciscaines de Marie. C'est que, contrairement des fois au fait que dans notre pratique régulière, on se butait à certaines embûches, la plupart du temps financières ou techniques, là, quand on arrivait chez les petites franciscaines de Marie, c'était un autre monde. Moi, je le disais souvent à mon épouse quand je m'en allais les 2 avant-midi au petit PFM, je m'en allais au paradis. Là. C'était toujours joyeux. D'abord, les religieuses nous accueillaient de façon un peu extraordinaire. Une grande sérénité, ça c'est clair, peu importe ce qui les atteignait. Et on finissait toujours, quand par exemple, je disais, ben là, ça serait peut-être intéressant d'avoir tel ou tel examen, vous étiez là pour dire, pas de problème. On était toujours un petit peu, nous autres, sur les freins, parce qu'on se disait, ben là, il y a des frais pour qu'il aille à Québec, puis il n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de frais qui envisageaient, puis on avait tout ce qu'on voulait avoir. Puis même au point de vue technologie, quand c'était le temps d'améliorer des services ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de problème, on s'entendait très bien. Vous parlez du fait que c'était serein, quasiment le paradis. C'est certain que notre charisme est un peu ça. C'est ça. Hein? C'est ça. La joie, hein? La communion fraternelle, l'amour des pauvres, c'est notre charisme en réalité. Et la simplicité aussi. C'est ça. On peut pas séparer les petites franciscaines de Marie de la communauté de Baie-Saint-Paul, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'on oublie beaucoup, hein. On oublie beaucoup. Charuzel est revenu sur le tapis avec son décès. Sans ça, là, dans les dernières années, les 15 dernières années, on n'entendait pas parler, même si elle est encore très active dans d'autres domaines. Puis c'est pour d'autres aussi, là, il y en a plusieurs. Je regarde un peu le nom des religieuses, puis l'histoire dans le livre un peu, puis c'est tous des bons souvenirs qui nous reviennent. Et il y a toujours un lien tout le temps. D'où l'importance, je pense, à essayer de revenir à la base, essayer de faire en sorte que l'histoire soit racontée, pas juste publiée dans des livres, là, hein, qu'on se base sur l'histoire pour revenir à des choses essentielles.
au point de vue des soins, je pense, là, qu'il y a certainement quelque chose à faire, là. Quand on regarde comment ça se passe aujourd'hui, Là-bas. tout est en haut, tout C'est est... ça. Et puis, ben, pauvre docteur, on a été au conseil d'administration, C'est ça. hein, puis on sait comment Comment ça fonctionne. Mais voilà. on a vécu quand même 2 périodes qui nous permettent d'avoir un peu un esprit critique, puis là, vous nous entraînez sur un terrain un peu glissant, là, mais il est clair que les premières années où on était sur le CA, avec Robert Vallière comme directeur général, et moi, j'ai même été sur le CA un peu avec Sir Gisèle Fortier. Oui. Les décisions se prenaient, puis ça prenait une journée ou deux, puis c'était des fois rendu sur le plancher, puis organiser tous les départements. Je pense simplement au département de santé mentale qui avait été monté du temps de Robert Vallière et où on a décidé de prendre de l'argent dans un secteur puis le mettre dans l'autre. S'il avait fallu attendre après l'organisation qui est au-dessus de tout ça, ça ne serait peut-être pas encore fait aujourd'hui. Probablement. Alors, c'est des exemples. Et puis, il faut absolument revenir. Il y a eu des réformes, il y en a eu trop de réformes. Mais là, il serait temps qu'il y en ait un autre, là. Une bonne réforme pour amener, comme vous dites, les soins à la base, sur le plancher, demander à avoir des dirigeants locaux, ce qu'on a pu. On a des représentants, mais quand est-ce qu'on est capable de les rejoindre, c'est pas toujours facile. Et quand il y a une bonne idée qui jaillit sur le plancher, le temps qu'elle monte en haut, là, elle est disparue. Fait qu'on on peut pas la mettre en application. Et je pense que j'ai l'impression qu'on s'en va un peu vers ça. On va peut-être revenir vers des choses un peu plus à la base avec les gens qui sont sur le plancher. Ça a toujours été, je l'ai toujours dit, c'est qu'on ne peut pas réaliser un gros projet si on ne commence pas par impliquer ceux qui vont être dans le projet, ceux qui sont à la base. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est que là, on planifie, on part le projet d'en haut, puis on essaie de le faire descendre. Mais souvent, là, il descend tout croche, hein? C'est peut-être toute la différence que j'ai vue entre travailler à l'hôpital et travailler chez les petits franciscains de Marie. Exactement. Hein? Parce que l'autorité majeure était à proximité, on avait accès et on exprimait nos besoins, mais nos besoins, les besoins des malades surtout. C'est ça. Hein? C'est ça. Puis, nous, on est tellement sensibles aux soins des malades. On a un livre qu'on appelle Les Constitutions des petites franciscaines de Marie, et c'est dans ce livre-là, en toutes lettres, bien décrit, comment on doit s'occuper de chacune. OK. Puis, c'est comme notre livre de vie, ça. Hein? C'est notre évangile, si vous voulez. Alors, ça va de soi qu'on s'occupe de chacune. Et dernièrement, j'ai eu à répondre de ça, moi. Comment ça se fait que vous aimez tant chaque sœur? Bien, j'ai dit, c'est normal. C'est normal parce que j'ai 50 ans de vie religieuse et j'ai vécu plus longtemps avec ces sœurs-là que ma propre famille. En fait, le mot « sœur » Oui, et le lien familial peut-être un peu aussi, là. oui, Hein, quand on parle de nos sœurs, moi je parle de mes sœurs, c'est pas des religieuses, c'est un lien familial. oui. Alors, vous avez les deux, vous. Oui. Vous avez les deux. Ben, mon arrière-nièce qui est venue la semaine passée demande à sa mère comment ça se fait que grand-maman, elle appelle Mado, sa sœur, mais elle appelle eux autres Ursule, puis Gisèle, ses sœurs. Comment ça se fait? Elle a 10 ans. Ouais. Alors, c'est le grand-papa qui a répondu. Il dit, ce sont des religieuses. Et entre elles, elles s'appellent sœurs. Et elles vivent comme des sœurs.